Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. La 5e République, mode d'emploi, Khalil Bey. Bonjour à tous. La décision est tombée ce jeudi après-midi. Le Conseil constitutionnel a largement censuré le projet de loi sur l'immigration adopté le 19 décembre dernier. Pour décrypter cette décision, j'accueille aujourd'hui un habitué de cette émission, Nicolas Clinchamp. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris-Nord-Sorbonne. D'abord, intéressons-nous à la procédure pour que nos auditeurs comprennent comment s'est organisée la saisine du Conseil constitutionnel après l'adoption du projet de loi. Alors, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs. Alors là, ce qui est intéressant en ce qui concerne la loi immigration, c'est qu'il y a eu quatre saisines du Conseil constitutionnel, ce qui est assez rare, qu'il y ait plusieurs institutions qui à la fois saisissent le Conseil constitutionnel, et ça montre un petit peu d'ailleurs l'enjeu du sujet et des questions qui pouvaient être posées au Conseil constitutionnel, puisque là, le Conseil constitutionnel a été saisi par le président de la République, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, 60 députés et 60 sénateurs. Très bien. Une fois que le Conseil a été saisi, dans quel contexte a été étudié le texte ? Est-ce qu'il y a eu des auditions ? Alors, il peut y avoir éventuellement des auditions, mais en général, ce qui se passe, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé ici. Donc, il y a la requête qui pose un certain nombre de questions. Et d'ailleurs, on reviendra sur le cas particulier du président de la République, puisque en ce qui concerne le président de la République, il s'agit de ce qu'on appelle une saisine blanche. Et puis, en plus de ça, il y a des contributions. Il y a des contributions qui sont adressées au Conseil constitutionnel. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces contributions, elles peuvent être rédigées par des personnes qui ne sont pas forcément les auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel. Par exemple, Anne Hidalgo avait annoncé dans les médias qu'elle saisirait le Conseil constitutionnel. Alors Anne Hidalgo, elle est maire de Paris, elle ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel. Mais elle a adressé au Conseil constitutionnel une contribution pour, éclairer ou alimenter le débat. En fait, ces contributions, elles viennent étayer la thèse pour ou contre le texte qui est contrôlé par le Conseil constitutionnel. Donc tout le monde peut adresser des contributions au Conseil constitutionnel. Tout citoyen peut adresser une contribution au Conseil constitutionnel. Alors ces contributions, elles peuvent être adressées par des individus, mais souvent ce sont soit des représentants d'institutions, par exemple la mairie de Paris, pourquoi pas, ou bien souvent ce sont des associations. Là, c'est particulièrement le cas pour la loi Asile et Immigration. Il y a beaucoup d'associations, notamment des associations de défense des droits de l'homme ou de défense des sans-papiers, par exemple. Et ces associations ont présenté les contributions. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on va regarder un petit peu ces contributions, les questions qui sont posées au Conseil constitutionnel ou les arguments qui sont présentés au Conseil constitutionnel ont été rédigés pour l'essentiel par des juristes et souvent par des universitaires. On a vu aussi des députés, notamment de la gauche, se rendre au Conseil constitutionnel pour des auditions. C'est nouveau ça ou c'était déjà prévu Alors, le Conseil constitutionnel peut écouter effectivement des arguments des uns et des autres. Donc, ça, c'est pas forcément nouveau. Et donc, ça peut alimenter évidemment la réflexion sur la décision qui va être prise. Vous avez parlé tout à l'heure de saisine blanche de la part de... Oui. Pour qualifier la saisine du président de la République. Pourquoi on parle de saisine blanche ici ? Alors, la saisine blanche, c'est, je dirais quelque part, c'est un peu une astuce qui a été inventée au lendemain de la QPC. Alors, la QPC, je vous rappelle ce que c'est, question prioritaire de constitutionnalité, c'est la possibilité pour un requérant, à l'occasion d'un recours ordinaire, devant le juge ordinaire, de solliciter la saisine du Conseil constitutionnel après la promulgation de la loi. C'est ça la nouveauté.
Et le gouvernement, ou je dirais les gouvernements, se sont un petit peu inquiétés de ça et se sont dit oui, mais alors si on peut saisir le Conseil constitutionnel a posteriori, ça crée une insécurité juridique par rapport aux textes qui sont votés par le Parlement. Et donc a été en quelque sorte inventée cette technique de la saisine blanche, qui est une saisine sans grief. Donc on va saisir le Conseil constitutionnel, mais on va pas lui poser une question de droit particulière sur une partie du texte. Et donc l'idée, c'était de saisir le Conseil constitutionnel de saisine blanche, de manière à ce que le Conseil rende une décision et que la loi soit validée et qu'elle ne puisse plus faire l'objet par la suite d'une QPC. Sauf que le Conseil constitutionnel, très rapidement, a compris l'astuce et a précisé, de manière très ferme d'ailleurs, que il ne s'interdisait pas de statuer sur une QPC après une saisine blanche. Donc, en ce qui concerne la saisine blanche d'Emmanuel Macron, c'est encore un petit peu particulier, c'est encore un petit peu autre chose, puisqu'il y avait la saisine par la présidente de l'Assemblée nationale, 60 députés, 60 sénateurs, et finalement, là, pour Emmanuel Macron, c'était un moyen de dire, bon ben voilà, la loi a été votée, mais je suis pas vraiment satisfait de ce qu'il y a dans la loi, donc je participe de cette saisine du Conseil constitutionnel. Et comment la décision elle est arrêtée par les sages? Alors la décision elle est prise à la majorité, d'accord. Et sachant que la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Elle comporte 52 pages, cette décision du Conseil constitutionnel. C'est la deuxième plus longue qu'elle est rendue. Comment expliquer cette longueur pour une institution, mais qui est souvent moins prolixe? Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. Hein. C'est la deuxième décision la plus longue du Conseil constitutionnel, après une décision qui avait été rendue en 2019. Ce qui explique, alors en 2019, c'était une loi, je sais plus, je crois, sur le renseignement. Enfin, faudra vérifier. Ce qui explique la longueur de la décision, c'est d'abord la longueur du texte. Donc, un texte qui comporte plus de 80 articles. Ouais. Et puis, le Conseil constitutionnel a répondu à chacune de ces questions qui étaient posées par article ou par groupe d'articles, en reprenant d'ailleurs bien souvent la même formulation pour les fameux cavaliers législatifs. Et donc, ça allonge d'autant la décision du Conseil constitutionnel. Parlons maintenant de ces cavaliers législative. Donc, intéressant de maintenant au fond de la décision. 32 articles ont été censurés totalement ou partiellement. Ça veut dire quoi, totalement? Une censure totale, une censure partielle, c'est quoi la différence? Alors, la différence, c'est que si un article est censuré totalement, l'article disparaît de la loi. S'il est censuré partiellement, ce sont certaines dispositions de l'article qui vont être retirées de la loi. Il faut réécrire ou c'est fini? Alors, ça dépend. Ça fait débat. Alors ça, c'est c'est une très bonne question. Ça dépend parce que la question qui se pose, c'est de savoir quelle est l'issue de la décision du Conseil constitutionnel. Alors là, en l'occurrence, en ce qui concerne la loi sur l'immigration, ce qui a été censuré par le Conseil constitutionnel ne nécessite pas une réécriture. Et c'est la raison pour laquelle la loi est en instance de promulgation. Elle devrait être promulguée dans la journée. Oui. Peut-être d'ailleurs que ça a été fait. Donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Dans d'autres hypothèses, il y a une obligation de repasser par le Parlement lorsque le Conseil constitutionnel considère que certaines dispositions qui ont été censurées sont inséparables du texte de la loi. Et en général, il le mentionne. Okay. Et donc, quand c'est inséparable, à ce moment-là, il y a un retour obligatoire au Parlement. Et donc, quand c'est séparable, donc on a fait ici à des cavaliers législatifs. Alors, c'est bien le cas ou pas? Alors, le cavalier législatif, ça c'est encore autre chose. Okay. Quand une disposition est séparable, on peut dire aussi détachable du texte, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de retourner devant le Parlement. Et donc, dans ce cas-là, on peut promulguer la loi dans la foulée. C'est ce qui est en train de se passer ici. Alors, pour les cavaliers législatifs, pour répondre à votre question, les cavaliers législatifs, qu'est-ce que c'est ? Les cavaliers législatifs, ce sont des dispositions qui figurent dans la loi et qui ne devraient pas y figurer, si on veut répondre très simplement à votre question. Et là, en ce qui concerne la loi immigration, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet de loi qui avait été présenté par le gouvernement comportait 27 articles. Il comportait 27 articles et à l'arrivée, la loi qui a été déférée au Conseil constitutionnel, elle comportait 86 articles. Et
en réalité, tous les articles qui ont été ajoutés au projet de loi présenté par le gouvernement, ce sont des articles qui ont été ajoutés par le Sénat. Ouais. Et le Conseil constitutionnel a examiné les articles et il a considéré que ces articles qui avaient été ajoutés donc par voie d'amendement par le Sénat, n'étaient pas en lien avec le texte, avec le projet de loi qui avait été présenté par le gouvernement initialement. Et cette procédure des cavaliers législatifs, elle est, facilitée pour le contrôle de constitutionnalité de la loi depuis la révision constitutionnelle de 2008, parce que cette révision constitutionnelle, elle a introduit une nouvelle disposition à l'article 45 de la Constitution qui impose que les amendements aient un lien, même indirect, avec le texte. Alors, s'il n'y a pas de lien avec le texte, eh bien, dans ce cas-là, on ne peut pas déposer l'amendement. Et en fait, c'est le raisonnement qui a été adopté par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, à chaque fois, il reprend la même formulation dans les différentes parties de la décision. Bon, je parle maintenant aux constitutionnalistes. Faut analyser le fond de la décision. Les articles liés au regroupement familial, à la mise en place d'une caution pour les étudiants étrangers, la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé, ou encore la restriction des prestations sociales telles que les allocations familiales ou les aides personnalisées au logement, ont été rétorqués au motif de cavalier législatif. Est-ce que ces dispositions n'ont pas un lien avec un texte, avec l'immigration? Pourquoi alors ça, c'est toute la question, et ça renvoie finalement à une vieille jurisprudence du Conseil constitutionnel des années 80, donc avant la révision constitutionnelle de 2008. C'était sous la première cohabitation, et le Conseil constitutionnel avait censuré une loi qui avait été votée par le gouvernement Chirac, et il avait avancé le critère des limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement. Et donc ça lui avait permis de censurer le texte. Or, les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement, à l'époque, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas dans la Constitution. D'ailleurs, on avait parlé de gouvernement des juges à l'époque, et c'était pas une critique totalement infondée. Là, alors je dirais, d'une certaine manière, c'est un petit peu la même chose. Quoique, on ne peut pas aller jusqu'à dire que dans ce cas particulier, on puisse parler de gouvernement des juges. Il y a une règle, et maintenant il y a un critère, donc c'est-à-dire le lien direct ou indirect avec le texte de loi qui est débattu par l'Assemblée, qui est posé par l'article 45. Donc s'il n'y a pas de lien direct ou indirect, à ce moment-là, c'est un cavalier législatif, et donc le Conseil constitutionnel peut censurer, c'est ce qu'il a fait. Après, le problème, c'est que la Constitution ne répond pas à la question pour savoir quel est ce lien. D'accord. On ne sait pas. On ne sait pas comment on définit ce lien. Et donc, ça décale, si vous voulez, un petit peu le problème. Donc, c'est l'interprétation des sages. Et ça laisse des marges de manœuvre au Conseil constitutionnel. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait, le Conseil constitutionnel là le Conseil constitutionnel, il a été malin sur cette affaire-là, parce que sur ce que vous dites, le durcissement du regroupement familial, la délivrance des séjours, c'est des sujets la d'immigration. caution retour pour les étudiants étrangers. Il pouvait statuer au fond. Et il y avait des arguments qui pouvaient être avancés. La rupture du principe d'égalité, le droit au regroupement familial avec la possibilité d'avoir une vie de famille normale, etc., etc. Il y avait des arguments au fond. Et le Conseil constitutionnel s'est bien gardé de présenter ces arguments au fond, parce que pour lui, c'est beaucoup plus pratique de dire qu'il y a des cavaliers législatifs, parce que, là, il censure sans qu'il y ait de débat sur le fond du texte. Et puis, le résultat, c'est que, en réalité, cette censure par les cavaliers législatifs, c'est presque une clause de rendez-vous, parce que rien n'empêche le législateur de voter un nouveau texte dans lequel il y aura ces dispositions-là qui pourraient être présentées dès la proposition ou dès le projet de loi. Et à ce moment-là, en cas de saisine du Conseil constitutionnel, il serait obligé de statuer au fond. Est-ce qu'il y a une crainte du Conseil constitutionnel de répondre ou de se positionner dans le débat sur l'immigration en répondant clairement à côté, parce que c'est le cas ici. Il n'a pas répondu sur la conformité à la Constitution, on est d'accord. Il répond plus sur la forme que sur le fond. Alors, il n'y a pas de crainte du Conseil constitutionnel. Je ne pense pas que les membres du Conseil constitutionnel aient peur de qui que ce soit. Du moins, je l'espère. Là, ce qu'a fait le Conseil constitutionnel, c'est qu'en quelque sorte, il a renvoyé la balle au gouvernement, qui lui avait envoyé, je dirais, de manière pas très très honnête. Il faut quand même le dire. Pourquoi ? Parce que
qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Ce qui s'est passé, c'est que ce texte a été débattu dans un contexte bien particulier. Et ce contexte bien particulier, c'est l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et tout ça, en réalité, c'est le résultat de l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le gouvernement voulait à tout prix faire adopter le texte sans passer par le 49.3. Donc ça a donné lieu à une surenchère à droite dans le débat et notamment au Sénat. Il ne faut pas oublier qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu une motion de rejet préalable qui a été votée. Donc il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Okay. Donc ça a été un petit peu la course à l'échalote pour savoir qui serait le plus à droite au Sénat. Et le gouvernement, de manière assez perfide, je dirais, le gouvernement a laissé faire en se disant de toute façon, finalement, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher. Ce qui compte, c'est que le texte soit adopté, que le Conseil constitutionnel censure toutes les dispositions qui ont été ajoutées par le Sénat. Comme ça, le gouvernement va récupérer son texte qui va pouvoir être voté. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Justement. Et le Conseil constitutionnel, qui a très bien compris la stratégie, a renvoyé dos à dos le gouvernement et le Sénat, justement, au moyen de ces cavaliers législatifs. Et à droite et à l'extrême droite, on appelle à une révision constitutionnelle. Pensez-vous réellement que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est le problème de la France en matière de lutte contre l'immigration ? Alors, la jurisprudence du Conseil constitutionnel... ou même européenne, j'ai envie de dire. Alors... Parlons du Conseil constitutionnel. La jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle est très simple. C'est que le Conseil constitutionnel, il est saisi d'un texte législatif, la Constitution est supérieure aux lois, il prend la Constitution d'un côté, il prend la loi de l'autre, il regarde les articles de la loi, les articles de la Constitution, et s'il y a des articles de la loi qui violent la Constitution, il censure. Bon. Mais après, c'est le politique. C'est le politique qui doit prendre ses responsabilités. Alors le politique, qu'est-ce qu'il fait ? Soit il modifie la loi, c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Mais dans certains cas, il peut aussi modifier la Constitution. C'est d'ailleurs arrivé en ce qui concerne, entre guillemets, le droit des étrangers. En matière de droit d'asile, en 1993, sous la cohabitation, il y avait une loi qui avait été adoptée, qui remettait en cause le droit d'asile. Il y avait eu une censure du Conseil constitutionnel. Et ce qui s'est passé, d'ailleurs c'est curieux parce que c'était sous la cohabitation, donc avec l'accord de François Mitterrand, la Constitution avait été révisée pour aller un petit peu dans le sens de la loi qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Alors les appels à réviser la Constitution en matière d'immigration, ça date pas d'aujourd'hui. Ça existe depuis longtemps. Alors évidemment, ça c'est, je dirais, un peu une constante à droite et à l'extrême droite. Et cette décision, elle ne peut faire qu'alimenter cet appel à la révision de la Constitution ou encore organiser un référendum en matière d'immigration. Après la réforme des retraites, le Conseil constitutionnel est de nouveau vilipendé sur cette décision. Qu'est-ce que ce moment dit de nos institutions aujourd'hui ? On a beaucoup parlé de ça ces 24 dernières heures en disant que le Conseil constitutionnel était pointé du doigt, qu'il était accusé de tous les maux. J'ai entendu ce matin Laurent Wauquiez qui parlait de coup d'état de droit. Alors moi, il faut un coup d'état, je vois ce que c'est. Un état de droit, je vois ce que c'est. Un coup d'état de droit, j'avoue que je trouve ça un tout petit peu contradictoire. Ils appellent également le Parlement être la dernière chambre de... Oui, voilà. Alors on pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais c'est pas nouveau. En réalité, c'est pas nouveau. Moi, je me rappelle dans les années 80. Dans les années 80, la gauche venait d'arriver au pouvoir et André Léniel avait affirmé vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. C'était exactement le même discours. Ce qui change aujourd'hui, c'est la violence. C'est la violence du discours, c'est-à-dire que là, on entend des termes qui vont, je dirais, bien au-delà de ce qui est attendu, je dirais, de notre classe politique. N'est-ce pas le moment de faire du Conseil constitutionnel une véritable Cour suprême avec de vrais juges ? Alors, le Conseil constitutionnel, d'une certaine manière, est une véritable Cour suprême, puisqu'il assure le contrôle de constitutionnalité de la loi, comme toutes les cours... Quand on entend les oppositions qui critiquent, par exemple... Comme toutes les cours constitutionnelles. Après, vraie Cour suprême, avec des juges, par sa composition avec des juges... alors, on va prendre deux exemples. On va prendre l'exemple américain, la Cour suprême...
la Cour suprême aux États-Unis, elle est composée de juges qui font l'objet d'une audition et d'une validation par le Sénat, ce qui est censé garantir leurs compétences sur le plan juridique. On voit la composition de la Cour suprême qui, quand même, est très politique, notamment avec les nominations de Donald Trump. En Allemagne, si on prend le tribunal de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle allemande, alors là, c'est quand même beaucoup plus strict parce que la loi exige une compétence juridique de très haut niveau pour les membres de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Alors, effectivement, c'est vrai que ça pourrait être une exigence pour les membres du Conseil constitutionnel. On a quand même une composition politique. Mais je voudrais terminer là-dessus parce que Laurent Fabius en a parlé ce matin à la radio sur France Inter. Effectivement. Aux États-Unis, les juges sont nommés à vie, ce qui les rend beaucoup plus politiques en réalité. En France, ils sont nommés pour 9 ans, non renouvelables, et la conséquence, c'est que bien souvent, ce sont des personnes qui ont une carrière derrière eux. Et du coup, ça rend leur exercice du contrôle de constitutionnalité de la loi beaucoup moins politique et moins politisé qu'aux États-Unis. Alors, c'est pas une garantie, les choses sont perfectibles et effectivement, on pourrait travailler sur les exigences en termes de compétences juridiques des membres du Conseil constitutionnel. Merci beaucoup Nicolas Cléchon. Je rappelle que vous publiez La 5e République aux éditions Ellipse et aussi Asile et Migration. Quelle solidarité, quelle responsabilité, en collaboration avec Jean-Jacques Ménuret. Ça parle de quoi concrètement en 5 minutes? En 5 minutes. Alors c'est un colloque que nous avons organisé avec mon collègue Jean-Jacques Ménuret. Nous avons abordé un certain nombre de sujets, notamment sur la Cour nationale du droit d'asile, qui fait partie des dispositions de la loi immigration, sur le rôle du Conseil constitutionnel aussi, sur la situation, par exemple, des personnes étrangères en situation de grave maladie. Et il y a des dispositions de la loi migration qui portent sur ce sujet-là. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas de sujets qui sont dans cet ouvrage, qui se trouvent projetés dans l'actualité d'aujourd'hui. Asile et migration, quelle solidarité, quelle responsabilité aux éditions Marie-Martin. Merci à vous. Merci beaucoup.
lawe, omi lo malo. If you want go wash, now water you go use. To ba fe sebe, omi lo malo. If you want cook soup, now water you go use. Tori bangbo na omi lero re o. If your head is hot, now water go cool 'em. Tomo bandagba omi lo ma lo. If your child dey grow, now water him go use. If water kill your child, now water you go use. Tomi back mama we omi na lo ma lo. Kò sóhun tó lè ṣe kó o má lo mi o. Nothing without water. Kò sóhun tó lè ṣe kó o má lo mi o. Omi yóò lọ ta o. Water, iná gẹ́gẹ́ ni mi. Omi yóò lọ ta o. Water, iná gẹ́gẹ́ ni mi. If you fight them unless you wonder. Water, iná gẹ́gẹ́ ni mi. I say water no get enemy. Water, iná gẹ́gẹ́ ni mi. If you fight them unless you wonder. Water, iná gẹ́gẹ́ ni mi. Omi yóò lọ ta o. Water, iná gẹ́gẹ́ ni mi. And they talk of black man power. Water, iná gẹ́gẹ́ ni mi. And they talk of black power. I say, iná gẹ́gẹ́ ni mi. I say water no get enemy. Water, iná gẹ́gẹ́ ni mi. If you fight them unless you won't die. Water, iná gẹ́gẹ́ ni mi. I say water no get enemy. Water, iná gẹ́gẹ́ ni mi. I say water no get enemy. Water, iná gẹ́gẹ́ ni mi. Omi yóò lọ ta o. Water, iná gẹ́gẹ́ ni mi. Omi yóò lọ ta o. Water, iná gẹ́gẹ́ ni mi.